Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue dans l'émission Actu Hebdo. Aujourd'hui, nous recevons des invités pour tout naturellement deux sujets. Il s'agit d'abord de Moussa Djiré. Bonjour Monsieur Djiré. Vous êtes le recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, vous allez nous parler de la 4e édition de la rentrée des universités, instituts et grandes écoles du Mali. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Deuxième invité, Madame Niafo Niafatouma Askofare. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes la directrice nationale adjointe de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, vous allez nous parler de la remise de prix Bamako Propre. Nous sommes en plein pied dans l'environnement. Alors tout à l'heure, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous allons voir cet élément. Ensuite, on va revenir à M. Djiré. Je le disais tout à l'heure en introduction, 4e édition de la rentrée des universités, instituts et grandes écoles du Mali. C'était à la cité universitaire de Kabbalah sous le haut patronage du président de la République. Le thème de cette édition est la construction et la consolidation de la paix au Mali. Alors, quel apport de l'université? Cette rentrée solennelle est couplée cette année avec la journée nationale de la recherche et de l'innovation. Nous voyons tout cela avec Ibrahim Traoré. Un amphithéâtre de la cité universitaire de Kabbalah, paré aux couleurs nationales, accueille la 4e édition de la rentrée des universités, instituts et grandes écoles du Mali. Cet événement est annuel et solennel. L'enseignement supérieur ouvre officiellement ses portes avec un tableau plein d'acquis et de défis. Au titre des acquis et perspectives, la chef du département note que des actions sont engagées pour donner une nouvelle dynamique à l'enseignement supérieur. La transformation de la Direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en direction générale. La création de l'Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. La transformation de l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquée, connu sous le nom de ISFRA, qui désormais va s'occuper de la pédagogie universitaire. Nous avons aussi décidé, finalement, de rendre opérationnelle l'école de journalisme tant entendue. Comme vous le savez, nos bacheliers des lycées franco-arabes ont peu de débouchés dans notre pays. À part le département de langue arabe, ces jeunes n'ont pratiquement pas de lieu d'études supérieures. C'est en cela que nous avons tout fait pour rendre fonctionnel l'Institut Cheikh Zayed des finances et sciences juridiques qui va mettre l'emphase sur les finances islamiques et qui va désormais accueillir les bacheliers franco-arabes. Le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique et opérationnelle, et ce fonds a été lancé par M. le Premier ministre cette année et les lauréats ont déjà reçu leur première mise. Nous avons également créé l'Académie des sciences du Mali. Et enfin, nous avons contribué également à créer et à participer à la création du campus numérique de Gao. Actualité oblige, la ministre déplore au titre des défis la violence dans l'espace universitaire. Des mesures urgentes s'imposent, insiste Asetoufouné Samake Migan. La semaine passée, quand la nation malienne a vu autant d'armes sortir de l'espace universitaire, quel émoi! Mais Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, cela n'est point une surprise pour les enseignants qui affrontent au quotidien ces jeunes gens qui ont abandonné il y a longtemps l'apprentissage et qui se servent de l'université comme un raccourci pour terroriser, s'enrichir, obtenir des passe-droits qu'aucun enseignant n'a dans les universités. L'organisation des étudiants a été enfantée par 1991, une date emblématique
pour notre pays. Mais 1991 n'est pas 2017 et il est temps d'interroger et de questionner cette organisation. Cette rentrée solennelle est couplée cette année avec la Journée nationale de la recherche et de l'innovation, occasion de promouvoir et d'encourager les chercheurs et innovateurs qui auront marqué, grâce à l'excellence de leurs travaux respectifs, le monde scientifique. Ainsi, le prix du ministre du Développement industriel, doté d'une enveloppe de 15 millions de francs CFA, est revenu à Brahima Koulibaly. Le prix du ministre en charge de la recherche scientifique d'une valeur de 20 millions de francs CFA est remporté par Mamadou El-Mehdi Traoré. Et enfin, Gaussou Traoré enlève le grand prix du président de la République doté d'une enveloppe de 25 millions de francs CFA. Sur place, des stands étaient érigés pour permettre au chef de l'État de visiter et d'apprécier les réalisations des postulants au prix du mérite du chercheur et de l'innovateur au Mali. Voilà, Monsieur Dureux, Moussa Dureux, une fois de plus, bonjour. Vous êtes, je rappelle, vous êtes le recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette 4e édition, vous êtes à la 4e édition de la rentrée des universités, instituts et grandes écoles. À la base, qu'est-ce qui a motivé cette rentrée? L'université existe il y a longtemps, une rentrée universitaire. De quoi s'agit-il? Merci, M. Diakité. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Et il s'agit effectivement d'une cérémonie solennelle qui est une tradition dans le monde universitaire, donc, et qui a commencé ici il y a 4 ans. C'est qu'à la veille de la rentrée universitaire, il y a une cérémonie solennelle donc, qui est organisée et au cours de laquelle un universitaire présente un thème sur une question d'actualité, d'importance nationale et internationale. Et c'est aussi l'occasion pour le premier responsable du département de dresser un peu le bilan de ses activités et de parler des enjeux du ministère. Très bien. Donc il s'agissait donc de la 4e édition. La 4e édition. Alors, en parlant de bilan, très brièvement, qu'est-ce que vous avez obtenu? Je pense que le discours, l'intervention du ministre était très exhaustive. Elle a présenté vraiment ce qui a été fait et cela doit émerveiller la nation. Parce que durant cette année universitaire, il y a de grandes réformes qui ont été menées. En l'occurrence, il y a eu l'adoption du statut de l'enseignant-chercheur. Il y a eu l'adoption des textes de l'Agence malienne d'assurance qualité. Il y a eu la transformation de la Direction nationale de l'enseignement supérieur en direction générale. Il y a eu la création de la faculté des sciences juridiques et économiques pour mais ça existait déjà, non? Et non, il existait une faculté qui relevait de l'Université des sciences sociales et de gestion, donc qui reçoit les bacheliers de la filière ou des filières classiques. Alors qu'ici, il s'agit d'une faculté pour les bacheliers en arabe. Pour les bacheliers en arabe, parce qu'il y avait un institut dénommé Institut Cheikh Zayed, mais qui n'était pas fonctionnel. Donc cet institut a été opérationnalisé cette année. Et je pense que même dans l'intervention, tout n'a pas été dit. Parce qu'au niveau de ma propre université, il a été décidé cette année d'opérationnaliser la faculté des sciences administratives et politiques, qui existait dans les textes, mais qui l'opérationnalisation ne suivait pas. L'opérationnalisation ne suivait pas. Alors, donc ça veut dire donc, il y a eu beaucoup d'acquis, oui. qu'il faut vraiment saluer. Très bien. Le tableau n'est pas sombre, hein? Non, le tableau sur ce plan n'est pas sombre, mais il y a quand même aussi des éléments sombres, notamment l'atmosphère sur le campus, la question de la sécurité, qui, on le sait, ne relève pas uniquement des autorités universitaires. Oui. Comme le ministre l'a dit, la nation malienne a été choquée en découvrant
ce qui se passe sur le campus en découvrant ces armes. Mais il ne s'agissait nullement d'une surprise pour les enseignants qui sont confrontés à cette violence au quotidien. Vous n'avez pas pensé à trouver des solutions au niveau universitaire là-bas? Oui, les solutions, en fait, sont à 3 niveaux. Le premier niveau, ça c'est le niveau universitaire. Ça c'est identifier les délinquants et les sanctionner. Par exemple, au niveau de mon université, cette année, il y a 17 étudiants qu'on a exclus. Ah, à cause de ces violences. À cause de ces violences. Il y a 17, nous n'avons pas fait de tintamarre autour, parce qu'il n'y a pas de quoi se glorifier d'exclure des étudiants, parce que c'est une thérapie qui était nécessaire. C'est comme si on doit amputer une partie du corps. Oui. Donc, on a exclu 17 cette année, dont 10 en 4e année. Ah oui, donc ça veut dire d'une façon qu'il y a des mesures disciplinaires. Ça, il y a des mesures disciplinaires, mais il faut aussi que les autres instances, les autres organes fassent leur travail. Il y a notamment la police. Quelquefois, les délinquants sont arrêtés, ils sont relâchés. Il y a la justice qui doit pouvoir aussi condamner ceux contre lesquels il y a des preuves. Oui. Donc c'est presque une question transversale. Voilà, c'est une question transversale qui demande que chacun assume sa part de responsabilité. D'accord, ça c'est un autre chapitre. Mais les chapitres rentrée universitaire, vous avez choisi cette année le thème, la construction et la consolidation de la paix. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Le choix de ce thème est dicté par l'actualité, parce que chacun le sait, notre pays est actuellement confronté à d'énormes difficultés liées à l'insécurité grandissante, liée à la lenteur de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, parce que la paix n'est pas encore revenue. Et pour que la paix revienne, il est important que chaque acteur, chaque groupe social puisse s'impliquer. Donc nous avons décidé de parler de ce que l'université fait. Parce que ce que l'université fait n'est pas très connu. De façon générale, qu'est-ce que l'université fait en la matière de la construction, consolidation de la paix? Bon, de façon générale, avant de parler du rôle de l'université dans ce secteur, je dirais que toutes les universités ont une mission de formation, de recherche et d'expertise dans leurs domaines respectifs. Mais à côté de cette mission, l'université a aussi une fonction latente qui est d'éducation, notamment à la culture de la paix, de veille pour participer à la prévention des conflits, parce que les conflits ne naissent pas ex nihilo. Les conflits ont toujours des racines. Et il revient aux universitaires, dans leur recherche, d'identifier ces racines, les facteurs du conflit, les analyser et prévenir, avertir, tirer sur la sonnette d'alarme. Donc, il y a donc cette fonction de veille, cette fonction d'alerte que l'université exerce. L'université participe aussi à la recherche de solutions, parce qu'il faut pouvoir anticiper, parce que dès lors qu'on connaît les facteurs de conflit, il est facile d'identifier aussi les pistes de solutions. Et l'université participe aussi à la recherche de pistes de solutions et aussi à des actions concrètes pour la consolidation de la paix. Et à côté des diplomates, il faut dire que l'université aussi participe au plaidoyer en faveur du Mali et sur la base des résultats de la recherche. Donc il y a un plaidoyer qui est mené pour informer les partenaires de ce qui se passe réellement. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait par exemple dans ce cas précis? Dans ce cas précis, nous avons en premier lieu animé plusieurs conférences sur les questions de paix, les questions de sécurité en Afrique et au Mali, sur l'extrémisme violent. Nous avons aussi participé à des programmes de recherche. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné à la conférence. Il y a un grand projet financé par l'Union européenne intitulé WASCAP,
the whole of society, conflict prevention and peace building, c'est-à-dire une approche sociétale globale pour la prévention des conflits et la construction de la paix. Donc, à cette recherche, ont participé une dizaine de recherches, d'institutions de recherche de plusieurs pays. Dans le Mali. Dans le Mali. Et cette recherche a eu à étudier en profondeur la situation sur place, les facteurs du conflit, les positions des acteurs et formuler des recommandations qui ont été présentées non seulement ici au Mali, mais aussi à la Commission de l'Union européenne à Bruxelles et aussi aux Pays-Bas. Alors pourquoi ces pays? Par exemple l'Union européenne, parce que? L'Union européenne, parce que d'abord il s'agissait de formuler des recommandations pour améliorer les interventions de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, non seulement accompagne le processus de paix, mais elle forme aussi les forces de défense et de sécurité à travers deux programmes, EUTM pour les forces de défense et ECAP pour les forces de sécurité. Elle accompagne aussi la réforme du secteur de la sécurité au Mali. Donc il y a beaucoup d'acquis, mais il y a aussi beaucoup de limites qu'il fallait, en tant que chercheur, porter donc à leur connaissance. Très bien. Vous avez parlé de recommandations. Après toutes ces recherches-là, les éléments sont connus, les problèmes sont connus. Vous avez formulé des recommandations. Oui. Lesquelles? Quelques-unes de ces recommandations. Bon, les recommandations sont... Ça, c'est pour arriver à la paix. Ça, c'est pour arriver à la paix. Oui. Pour arriver à la paix, les recommandations sont nombreuses. Je vais surtout m'attarder sur une que je juge essentielle. Très bien. Parce que nous avons l'impression que nos partenaires n'ont pas une compréhension très nette de la situation au Mali. Et quand on voit souvent, parce qu'on sait que dans ce processus, il y a des va-et-vient, des remises en cause régulières, et tout le temps, on appelle les partis au calme, on appelle les partis au dialogue, on met l'État malien sous le même pied que des groupes armés, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire après leur analyse. Oui, c'est une analyse qui est un peu biaisée. Parce que le conflit malien, ce n'est pas seulement un conflit entre l'État central et des mouvements rebelles. C'est un conflit aussi qui oppose l'État malien à des groupes terroristes. Alors, qui utilisent cette dissension, on peut dire, entre frères pour s'incruster. D'accord. Le problème principal du Mali, c'est un problème d'agression terroriste. Alors, qu'est-ce que l'université a proposé à ce niveau? L'université a proposé que l'Union européenne reconforte l'État malien dans la sauvegarde de sa souveraineté. Parce que tout le temps, en mettant l'État sur le même pied que des groupes armés, quelle que soit la légitimité de ces groupes, qui peut être aussi discutée, mais quelle que soit la légitimité, chaque fois qu'on met l'État sur le même pied que les groupes, on affaiblit l'État. Et on retarde le processus de paix. Très bien. Alors, l'un des éléments centraux aussi, c'est fondamentalement contribuer à la construction de la paix. Au-delà de ces recommandations, quel était le message particulier que vous vouliez faire passer, par exemple, sur le plan national pour la construction de la paix? Pour la construction de la paix, il faut que chacun s'investisse. Parce que la paix est une construction collective. Un seul groupe ne peut pas construire la paix. Nous nous sommes étendus sur le rôle de l'université. Nous avons montré ou essayé de montrer ce que l'université malienne a déjà réalisé. Mais nous avons aussi montré les faiblesses, les limites de cette intervention. Parce que toutes les potentialités de l'université ne sont pas utilisées pour plusieurs raisons. Des raisons liées au fait que l'université n'a pas les moyens. Est-ce que vous savez que notre université des sciences juridiques et politiques enseigne, dispense des cours dans les deux stades nationaux, au 26 mars
et au stade Omnisport. Ok. On sait que monsieur le recteur a les moyens de... Non, le recteur n'a pas les moyens. Oui. Le recteur n'a pas les moyens. Le premier moyen, c'est la réflexion et trouver des solutions. Voilà. Certainement, vous avez... Donc, bref, pour ne pas entrer dans les détails, il y a des problèmes qui ne dépendent pas directement de l'université. Ils sont des problèmes de moyens. Il y a des problèmes d'articulation entre la recherche et les pôles de décision. Parce que l'université n'est pas souvent sollicitée. Et il y a des problèmes qui sont liés à l'université. Nous-mêmes, on est tellement sur les cours, on est tellement concentré sur les cours, sur les heures supplémentaires, qu'il nous est difficile de déployer toute notre potentialité pour la recherche. Très bien. Nous sommes avec madame aussi qui est pas directement au niveau de l'université, mais dans l'environnement. Madame, est-ce que vous vous retrouvez un peu dans tout ce que M. Djiré est en train de dire? Okay, merci bien, M. Diakité. Je me retrouve et je suis vraiment satisfaite de cette intervention qui nous a beaucoup édifié sur le rôle de l'université. Je voudrais demander, M. Djiré, par rapport aux mesures urgentes qui vont être prises pour au moins éradiquer la violence au niveau de l'université, par rapport à l'accès des armes au niveau de l'université, comme nous l'avions si bien vu dans les images. Quelles sont les mesures urgentes qui ont été prises par les autorités universitaires pour restreindre l'accès des armes à l'espace universitaire? Les mesures sont de 3 ordres. La première mesure, ça a été les sanctions contre ceux qui eux, ont été appréhendés avec des preuves. Et ça va continuer. Ça va continuer. La deuxième mesure, ça c'est la sensibilisation et aussi la collaboration entre les responsables de l'université et les responsables de l'association des étudiants. Par exemple, chez nous, on s'est mis d'accord qu'il n'y aurait pas de bureau tant que le calme ne reviendrait pas. C'est-à-dire de bureau de l'organisation. De l'organisation des étudiants. Ouais. Il n'y aurait pas de bureau tant que la situation ne serait pas stabilisée. Et je profite de cette tribune pour appeler les uns et les autres à leur responsabilité, au sens de la mesure. Parce qu'il y a des débats. Il y a certains qui veulent forcer et qui veulent venir mettre en place un bureau. Il y a eu un modus vivendi entre nous et le bureau de coordination qui a désigné un responsable intérimaire, donc qui travaille, qui est un peu le pont entre l'association et nous. Parce que chaque fois qu'ils se réunissent pour mettre en place des bureaux, c'est des actes de violence. Troisième mesure. Donc la troisième mesure, ça c'est les forces de sécurité qui vraiment, il faut le reconnaître, ces derniers temps ont commencé aussi à intervenir. Et c'est certainement lié à l'adoption récente de la loi, du texte sur les franchises universitaires. Donc, en cas de nécessité, les forces de sécurité peuvent intervenir et rétablir le cadre. Ouais. Donc, avec ces 3 types de mesures, je pense que la situation va progressivement se calmer. Mais il faut qu'on puisse garder le cap. Parce que souvent, il y a certains qui interviennent aussi. Parce que souvent, certains interviennent pour dire au nom de la paix sociale, au nom de l'accalmie, il faut faire ceci, il faut faire cela. Très bien. Donc, et je pense que le chef de l'État était très explicite là-dessus. Et je pense que le cap va être maintenu. Très bien. Merci bien. Merci. Non, je n'ai pas d'autres questions. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez présenté aussi une leçon inaugurale sur toujours le même thème, construction et la consolidation de la paix au Mali. Oui. Très bien, c'était exactement sur le même thème. C'était sur le thème, mais pas de la violence. Non, sur le thème de la consolidation. On parlait de la violence, sur le thème global de la consolidation. Quel était un peu de la paix. L'intitulé était la construction et la consolidation de la paix au Mali. Quel apport
de l'université. D'accord, nous allons voir cet élément, ensuite on va revenir à vous. Voilà, la leçon inaugurale a été couverte par notre reporter Dougoufana Traoré. Suivez. La construction et la consolidation de la paix au Mali, quel apport de l'université? C'est le thème de la leçon inaugurale de cette rentrée universitaire. C'est une leçon condensée dans une vingtaine de pages. Elle dépeint la situation sociopolitique, sécuritaire et éducative du Mali et propose la thérapie des universitaires. Il n'est donc pas étonnant que le terme paix soit synonyme de bonheur et qu'il soit de façon constante présent dans les vœux et les formules de salutation reconnues à travers le monde. Quel rôle l'université peut-elle jouer dans la prévention des conflits et la construction de la paix? Nous noterons que dans plusieurs études, des universitaires maliens ont attiré l'attention sur les problèmes de gouvernance, notamment administrative et de gestion des ressources naturelles, des problèmes porteurs de germes de conflits et de déstabilisation. Ces cris d'alarme ont été lancés à travers des titres qui sont assez évocateurs, comme les paysans, je cite, les paysans maliens exclus de la propriété foncière. Les héros de la paix sont nombreux et peuvent encore jouer un rôle important dans la crise malienne. Le Koro-Douaya, le Koundé Tomboksien et le Sanakouya, entre autres. L'actuel processus de réconciliation donne aux institutions et personnages charismatiques constituant les emblèmes de cette culture immémoriale l'occasion de se redéfinir et de se redéployer sur de nouvelles bases. L'actuel processus de paix soutenu par les partenaires techniques et financiers a été salué par les universitaires. Ils ont en outre félicité le président Ibrahim Boubacar Keïta pour ses efforts en faveur des universités du Mali. Le professeur Djiré a conclu ses propos en invitant les uns et les autres à intégrer désormais dans leur vie quotidienne les questions des effets néfastes des changements climatiques. Vous avez touché à plusieurs sujets en même temps. Paix, sécurité et changement climatique, ça c'est l'environnement. Mais quel peut être selon vous l'impact d'une telle leçon? Bon, en fait, l'objectif recherché par la leçon, c'est de donner des éléments sur un sujet d'actualité, comme je l'ai indiqué tantôt, de susciter la réflexion, le débat sur ce sujet. Donc, l'impact va dépendre de la façon dont les uns et les autres vont s'approprier du sujet. Le thème, et aussi le débat. L'apport de l'université dans la construction et la consolidation de la paix. On aurait pu aussi parler de l'apport des journalistes, l'apport des autorités traditionnelles, l'apport des femmes, etc. etc. Okay. Parce que ça c'est très important, je ne l'ai pas dit dans la leçon, mais en fait, la paix est une affaire collective. Et c'est un effort collectif qui peut amener la paix. Parce que souvent, dans notre pays, on a tendance à toujours rendre responsables les autres de ce qui se passe. C'est le président, c'est le ministre, c'est le premier responsable de la structure, c'est le voisin. On ne s'interroge pas soi-même sur sa propre responsabilité. Et il est important que chacun s'interroge. Nous, universitaires, nous avons essayé de nous interpeller nous-mêmes sur nos limites. Sur ceux qui entravent le plein épanouissement de l'université. Il est bon que chaque groupe aussi s'interroge et que chaque citoyen s'interroge sur ce qu'il a fait pour ce pays, pour ce qu'il a fait pour la paix. Et qu'on mette un peu de l'eau dans notre vin pour cesser de regarder toujours l'autre, d'interpeller toujours l'autre. On s'interpelle soi-même d'abord. Okay, alors sur ce qu'on a fait. Dans la leçon, qu'est-ce qui ressort comme fondamentalement rôle de l'université? Bon, ce qui ressort comme rôle, je l'ai dit tantôt, c'est d'abord un rôle d'éducation à la culture de la paix, à la tolérance. C'est un rôle de veille à travers les recherches, un rôle d'alerte aussi à travers la recherche. C'est un rôle de contribution à la recherche de pistes de solutions et aussi un rôle dans la mise en œuvre de l'accord.
Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas directement lié au processus de paix, mais c'est lié à la paix sociale de façon générale. Quand il y a eu ce débat sur la réforme constitutionnelle, notre université a organisé à la faculté de droit public une conférence débat sur la réforme constitutionnelle. Et les universitaires ont abordé la question du point de vue du droit. Du point de vue du droit. Parce que souvent les gens interviennent dans le débat sans en connaître les contours techniques. J'ai aussi parlé des différentes conférences que nous avons organisées sur l'extrémisme violent. Sur l'extrémisme violent. Donc, il y a aussi la contribution à toutes les initiatives que l'État déploie pour la consolidation de la paix. Alors, vous avez dit tantôt, vous avez un rôle de dédication à la culture, à la consolidation de la paix, mais en même temps, il y a l'espace universitaire qui est secoué par certains scandales entre les étudiants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a défaillance quelque part? Oui, il y a défaillance. Oui. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y a une défaillance. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète à ce niveau pour que vous puissiez véritablement atteindre vos objectifs d'éducation à la culture de la paix? Donc, d'abord, il faut que les uns et les autres cessent de piétiner l'État. Parce qu'on piétine l'État. Quand une décision est prise, on revient constamment sur la décision au nom de la paix sociale. Bien sûr, au nom de la paix sociale, il faut des reculs. Mais quand c'est nécessaire, il faut vraiment que les uns et les autres sachent qu'il y a un État qui a une autorité. Et je vous ai parlé tantôt de cette décision que nous avons prise. Et j'avoue, ce n'était pas une décision facile pour le corps professoral. Parce que exclure du coup 17 étudiants, ce n'est pas facile. Oui. Et nous ne nous en glorifions pas. Mais nous disons que nous, à ce niveau, nous nous sommes assumés. Et les procédures d'instruction continuent. Donc, il y a ce premier niveau. Le second niveau, c'est que les autres structures puissent aussi assumer leurs responsabilités. Oui. Et il y a aussi, ce niveau-là, je n'en ai pas parlé, le fait qu'on doit pouvoir créer un environnement, créer des conditions d'études, des conditions de travail. Parce que quand les étudiants viennent, il n'y a pas de bibliothèque. Ils vont s'adonner à d'autres activités. Le président a répondu en partie. Voilà. Il a mis. Et ça, nous en sommes très, très heureux. Oui. Et nous remercions le président vraiment de la République. C'est bien ça, 100 millions pour la bibliothèque. Son budget, la dotation présidentielle. Voilà, 100 millions pour... c'est une épine de moins. Non, mais ça ne construit pas là, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la bibliothèque. Rien que pour la bibliothèque de mon université, on aura besoin d'à peu près 300 millions. Ouais. 300 millions. Ah. Ça, c'est pour mon université. Oui. Or, la bibliothèque dont il est question, oui, c'est la bibliothèque universitaire dont les projets ont été adoptés il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Oui. Donc, il faut pouvoir créer un cadre de travail attrayant. Si vous avez des salles multimédia, oui, où les étudiants peuvent venir étudier, vous avez des terrains de sport bien équipés, vous avez une bibliothèque, tout cela va contribuer à apaiser. Très bien. Donc la solution... Vous avez dit ça au président? Voilà, la solution est... Bon, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler au président, mais on a pu utiliser la tribune pour évoquer certains sujets, et je pense qu'on a vraiment eu une écoute, et nous le remercions très sincèrement d'avoir été très attentif pour la réactivité. Très réactif. Très bien. Très réceptif. Très réceptif. Vous avez abordé aussi dans votre leçon la question liée au changement climatique. Oui. Quelle est la motivation? Non, les changements climatiques ont été évoqués comme un des champs dans lesquels l'université et la recherche universitaire devraient s'investir. Parce que, en réalité, les conflits locaux auxquels nous assistons, notamment les conflits intercommunautaires ou même intracommunautaires,
Et ces conflits sont souvent liés à la raréfaction des ressources. Ce n'est pas toujours des problèmes de gouvernance, hein. Il y a ça. Il y a les problèmes de gouvernance, mais il y a aussi les problèmes de raréfaction des ressources. Et ceci accroît la compétition sur les ressources. Et donc, créer des conflits. Donc, il est important, même à l'assainissement. Oui, bien entendu. Okay. Parce qu'il y a aussi quand même les ressources naturelles. Il y a la gestion des ressources naturelles, forestières, fauniques, halieutiques. Bon, avec cette raréfaction liée au climat, au changement climatique, il y a donc la pression qui augmente et il y a des conflits. Donc les universitaires devraient pouvoir s'intéresser davantage intégrer à ça, à cette question. Ça fait plaisir à madame quand même qui est dans ce domaine-là. Voilà, donc cette question d'environnement, elle est aussi transversale. C'est pourquoi cette semaine, madame la première dame a remis des prix. Nous allons voir cet élément, ça pourrait vous intéresser aussi en tant qu'universitaire. Madame est là pour répondre à ces interrogations. Alors je disais, c'est la commune D du district de Bamako qui remporte donc le premier prix du concours Bamako propre. L'initiative du ministère de l'Environnement a été lancée en avril dernier. Il s'agissait, c'est le deuxième élément qu'on va voir tout à l'heure, il s'agissait de mettre en compétition toutes les communes du district afin de rendre la capitale propre. Alors la première dame était la marraine de cette première édition. Nous suivons le reportage de Nyaya Aliou Traoré. Promouvoir la salubrité à travers un engagement citoyen permanent, les maires du district en font leur cheval de bataille. Pendant 240 jours, soit 8 mois, les communes ont rivalisé en initiative pour rendre leur cadre sain et harmonieux à la faveur du concours Bamako Prop. Et c'est la commune 2 qui en sort vainqueur. Elle reçoit le premier prix, un camion-ben d'une valeur de 30 millions. Depuis notre installation, nous avons dit que nous avons le devoir de rendre notre commune beaucoup plus propre. Nous sommes lancés là-dedans avec les moyens de bord que nous avons. Voilà, aujourd'hui, le résultat est là. Je pense que nous mesurons l'engagement et nous resterons toujours en tête de peloton. La commune d'aujourd'hui est heureuse. Les deuxième et troisième prix, respectivement, sont revenus aux communes 5 et 1. Des kits d'assainissement, 30 au total, ont été également remis aux initiatives individuelles afin d'encourager tout citoyen à participer au développement de son cadre de vie. Nous avons installé des poubelles au jardin de Sotiba parce que nous avons remarqué qu'après les cérémonies de mariage, il y avait vraiment beaucoup de saleté. Et aussi au jardin du sommet France-Afrique. Et nous avons aussi fait beaucoup de plantations d'arbres à l'école CB2 de Sébéninkoro. Je dirais à toutes les femmes, l'assainissement est une question de dignité. Et j'exhorte les femmes vraiment à adhérer au réseau pour l'assainissement de la ville de Bamako. Le ministère a salué les communes pour leur collaboration. Il s'engage à élargir l'initiative aux capitales régionales dès l'année prochaine. Il me paraît important de saluer très fortement l'engagement sans faille des élus communaux qui, depuis le lancement du concours Bamako Propre, se sont mis à la tâche à travers des actions de salubrité et de nettoyage des lieux publics. La marraine du concours Bamako Prop a exhorté les récipiendaires à plus d'engagement communautaire. Bamako ne pourra être propre que nous tous nous y mettons. C'est l'engagement de tout un chacun. Cette initiative faite par le département est différente certainement des autres. Mais il y a eu d'autres concours. Et on voit que malgré tout ce qu'on fait, on n'arrive quand même pas à assainir la ville de Bamako. Pourquoi? C'est nous-mêmes, parce que c'est nous qui produisons les déchets. Et on peut faire en sorte qu'on produise moins de déchets. C'est nous qui ne sommes pas disciplinés. Or, quand on dit assainissement, on dit santé. Je saisis aussi l'occasion pour féliciter le lauréat. J'espère que dans 1 mois ou 2 mois, ce camion ne sera pas arrêté parce qu'on va dire qu'il y a ça qui manque, C'est ça notre problème. Keïta Aminata Maïga dira que chacun compte en matière d'assainissement. Dans notre programme, je parle d'un programme Agir, femmes et enfants et environnement urbain dans les années 90, avec un concours Bamako Ville Propre. Et le lauréat, c'était la commune 2, qui a eu 41 puisards à l'époque, dont fait par la coopération française.
Mais nous constatons, en tout cas par notre petite expérience, que malgré tout ce qui se passe, je ne suis pas pessimiste, mais je le répète pour que les gens prennent conscience. Vous êtes les relais, la presse. Je sais que c'est un casse-tête chinois. On avait dégagé le tas d'ordures de la Fiabougou. Vous y allez maintenant, il est plein. Il est plein parce que nous produisons trop de déchets, parce que nous ne sommes pas disciplinés. On doit lier absolument l'assainissement à l'habitat. Souvent, on oublie ça. L'assainissement à la taille de la famille. Et il faut que les maires, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, les maires, ils doivent montrer l'exemple. Il faut de l'argent, certes, mais ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de volonté. Restons engagés, mon environnement, je m'en occupe est l'un des slogans phares du ministère de l'Environnement. Faites sienne ce slogan pour la salubrité du Mali et le bonheur des Maliens, dira Keïta Aïdambo dans son intervention. Voilà, bonjour, je rappelle, vous êtes la directrice nationale adjointe de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. On n'arrive pas à assainir Bamako. Qu'est-ce qui se passe? Tout se passe bien, puisque nous avions l'engagement des communes à faire des actions citoyennes d'assainissement, à accompagner les actions citoyennes d'assainissement, à accompagner les associations de femmes, à accompagner les associations des jeunes. Également, nous avions une forte volonté politique des autorités en charge de l'environnement et de l'assainissement et du développement durable. Donc, nous y parviendrons s'il y a l'engagement de tout un chacun à son niveau. Okay. Comme Madame la Première Dame l'a si bien dit, oui. L'assainissement est un domaine transversal. Ça demande l'engagement de tout un chacun à son niveau. Oui. Oui. Depuis la famille. Hein. Vraiment, depuis la famille, depuis le chef de famille, chaque membre de la famille doit avoir conscience de l'environnement. Comme on le dit, depuis la construction de son habitat, on doit penser à l'environnement. Très bien. Oui. Bamako, le concours Bamako propre, oui. Vous savez, le concept, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le concours Bamako propre n'est pas un nouveau concept. Comme l'a si bien dit la Première Dame, nous sommes à une énième fois de Bamako Ville Propre qui a été fait par l'ONG Agir en son temps. Également, le département aussi en avait fait des actions pour Bamako Ville Propre. Également, nous, depuis une quinzaine d'années, nous faisons chaque fois le concours Madame Propre pendant les éditions de la quinzaine de l'environnement. Donc cette année, spécifiquement, nous avions pris l'initiative avec l'engagement de Mme Keïta Aïdambo de mettre sur place un concours qui concerne les 6 communes du district de Bamako par rapport à l'assainissement des grands espaces, par rapport à l'assainissement des lieux publics, par rapport à l'assainissement des marchés, des écoles, des centres de santé dans le district de Bamako et même les rues, les quartiers. Partout, l'assainissement par les communes, par les citoyens, par tout un chacun. Très bien. Alors, la remise, c'est la commune 2 qui enlève le premier prix. Quels étaient les critères pour parvenir à ces prix? Merci bien, M. Diakité. Par rapport à cette question, les critères par rapport au prix, au tout début, nous avions mis en place une commission nationale d'organisation du concours à travers les services techniques de l'État, à travers les associations fêtières qui interviennent dans l'environnement et dans l'assainissement, à travers quelques partenaires techniques et financiers et les communes elles-mêmes. Nous leur avons demandé de voir les TDR. Nous avions validé les TDR. À l'issue de ça, il y avait les critères. Les critères, c'est comme on dit, les cibles du concours, c'est les communes. Et qu'est-ce qu'elles doivent faire concrètement? C'est d'assainir par tous les lieux publics, comme on l'a dit, les jardins publics dans la commune, les marchés, les centres de santé communautaires, les centres de santé de référence, et les écoles. Donc, c'était les lieux qui sont spécifiquement concernés. Également, en marge de cela, nous avions demandé aux communes de faire des actions d'assainissement dans tous les quartiers de chaque commune et qu'il y aura un quartier qui sera primé dans chaque commune.
Par exemple, comme la commune 2 est gagnante, on va dire quel est le quartier le plus propre de la commune 2. Il y avait des critères pour ceci ou cela. Donc c'est pour amener l'engagement au niveau de tous. Également, il y avait des prix pour des initiatives individuelles concernant des associations ou des GIE ou même un citoyen lambda qui fait des actions citoyennes d'assainissement. Oui. Donc les critères concernaient ceci. Et il y a une sous-commission suivi évaluation qui passait pour suivre les activités sur le terrain jusqu'à l'évaluation finale qui a permis de primer 3 communes et 30 initiatives individuelles à travers tout le district de Bamako. Okay. Oui. Alors, ça a commencé quand la durée du concours, c'était combien de temps à peu près? Le concours a été formellement lancé le 29 avril 2017. C'était pour 6 mois, mais avec des problèmes de calendrier, nous sommes arrivés à 8 mois, jusqu'au 28 décembre. Le lancement également a été parrainé par Madame la Première Dame le 29 avril et la remise des prix aussi a été parrainée par Madame la Première Dame. Également, en marge de ce concours, le département a institué une journée citoyenne d'assainissement au niveau national qu'on appelle BCADO. Ce BCADO a été lancé officiellement par Monsieur le Premier ministre le 19 novembre 2017 sur l'esplanade du Palais des Sports lors de la commémoration de la Journée mondiale des toilettes. Donc c'est une décision salutaire qui a été prise lors d'une communication verbale le 20 septembre par le Conseil des ministres du gouvernement. Donc cette journée citoyenne d'assainissement engage toutes les communes du Mali à entreprendre des actions d'assainissement chaque premier samedi du mois. Donc nous avions voulu commencer par Bamako qui est la vitrine du Mali, c'est la capitale. Donc nous avions lancé le concours ici. Dans les jours à venir, le département est en train de mûrir la réflexion pour étendre les concours à d'autres régions. Très bien. Donc nous engageons les maires, les autorités politiques, les gouverneurs des régions à accompagner les autorités municipales pour la consécration de cette décision salutaire qui est l'institutionnalisation de la journée citoyenne d'assainissement BCADO chaque premier samedi du mois sur toute l'étendue du territoire national. Alors à travers ces actions-là, par exemple le concours Bamako Propre, la journée nationale d'assainissement BCADO, est-ce que l'impact est visible? Est-ce que vous voyez des actions concrètes que la population enclenche? L'impact est visible en ce sens que lors de l'évaluation du concours Bamako Propre, ça c'est ceux qui avaient l'information. Les gens n'avaient pas en fait bien compris les critères d'évaluation des initiatives individuelles. Dans les quartiers, au niveau des communes, il y a beaucoup d'associations qui interviennent dans l'assainissement, qui ont posé des grandes actions qui sont bien visibles, mais qui n'ont pas peut-être participé au concours par faute d'informations au niveau des communes. Mais nous avions quand même eu à évaluer une trentaine d'initiatives individuelles qui ont fait des actions visibles au niveau des communes, des propriétés, des journées de salubrité, d'installation de poubelles, de plantation d'arbres, d'embellissement des lieux publics. Il y a même un citoyen de Faladje qui a vraiment pris en charge l'aménagement et l'entretien quotidien d'un espace vert dans le quartier de Faladje où les gens vont se reposer, les mariés vont prendre des photos. Malheureusement, le monsieur il est décédé avant la remise des prix. Ça c'est un acte GFO. Alors, c'est ça. Au finish, qu'est-ce que vous recherchez? C'est-à-dire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans? Qu'est-ce que nous recherchons? Le concours n'est pas une fin en soi, en ce sens que l'assainissement est une action de tous les jours. Nous demandons aux autorités communales, surtout les maires, l'assainissement est un domaine dévolu aux autorités, aux élus locaux, aux collectivités. Nous sommes chargés de l'élaboration de la politique et du suivi de sa mise en œuvre. Donc nous exhortons les autorités politiques à s'engager, à prendre de bonnes volontés politiques pour mieux faire des actions d'assainissement.
Également, les concours, on l'a institué, la journée citoyenne d'assainissement. Nous voudrons que les maires prennent le bras, voilà, cette initiative, à les pérenniser davantage. Nous sommes là pour superviser et pour les accompagner. Également, nous souhaiterions également que les maires revoient leurs contrats avec les GIE pour que les GIE aussi entreprennent des actions citoyennes d'assainissement puisqu'ils interviennent dans les communes. Les maires leur donnent des espaces pour collecter les déchets, ils prennent de l'argent, mais en retour, qu'est-ce qu'ils font pour la commune? On ne voit pas un GIE qui intervient dans la commune pour dire moi c'est mon quartier où j'ai fait la collecte, ma contribution, je vais assainir cet espace du quartier. Donc nous demandons vraiment que les maires revoient leurs contrats avec les GIE pour intégrer un engagement par rapport à des actions citoyennes faites par ces entreprises et par ces GIE. Et nous demandons également à la population, l'assainissement ne va pas sans la population, nous demandons à tout un chacun de balayer devant chez soi, de s'engager pour l'assainissement et l'accompagnement de la collectivité et l'accompagnement de l'État vont encore booster l'atteinte des objectifs. Est-ce que ces populations, est-ce qu'elles vous écoutent souvent? J'avoue qu'elle nous écoute. Depuis que nous avions commencé la journée citoyenne d'assainissement, les BCADO, j'étais accompagné par l'équipe de l'ORTM. Vous-même, vous étiez dans l'équipe. Vous avez vu que les jeunes sont sortis massivement, surtout en commune 3, dans les quartiers de Tomikorobougou, pour assainir les marchés de Tomikorobougou. Nous n'avions pas pu finir le travail en un seul jour. Ils se sont engagés à revenir le dimanche pour continuer. Donc, s'il y a la motivation et l'accompagnement des plus hautes autorités, que sont les élus communaux, je pense que la population sera à l'écoute. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste. Très bien. Merci. Pour cette durée d'assainissement, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Je voudrais d'abord féliciter Madame, le département, l'ONG Agir pour tous ces efforts. C'est encourageant. Mais je voudrais aussi noter que l'encouragement comme la paix peut se limiter à des mobilisations citoyennes. Il faut vraiment des actions en profondeur et notamment aussi des actions de sanctions. On est souvent gêné quand on voit à travers la ville des gens qui mettent la latrine dans les rues avec des canaux qui sont dans la rue. Et alors que je me rappelle quand on était vers la fin des années 60, le service d'hygiène punissait sévèrement de tel comportement. Il faut peut-être intégrer aussi cette dimension. Cette dimension, madame. Je voudrais aussi dire que l'université est là pour vraiment appuyer aussi, notamment dans la transformation des déchets ménagers et aussi dans la mise en place de mesures de consolidation des actions. Très bien. Oui, je voudrais dire que cette dimension juste est intégrée. Pour terminer, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Certainement qu'elle n'est pas très bien visible, sinon nous avions nos services locaux d'assainissement dans toutes les communes du district et elles verbalisent les contrevenants. Comme vous voyez, la croissance de la population de Bamako est vertigineuse. Nous n'avions pas le contrôle sur toutes les familles, mais le minimum qu'on voit, c'est qu'on peut faire. Chaque jour, nous faisons des actions de verbalisation aux contrevenants par rapport à ces actions dont vous venez de souligner. Encore une fois, avant de terminer, il faut que je réitère mon slogan d'appeler les populations de Bamako et toutes les populations des villes du Mali à s'engager dans l'assainissement, à entreprendre des actions citoyennes d'assainissement, quelle que soit la volonté réelle de l'État d'accompagner. S'il n'y a pas un engagement citoyen au niveau familial, au niveau quartier, au niveau communal et au niveau des villes, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif que nous souhaiterions. Donc, encore une fois, je vous remercie pour cette invitation et j'en appelle à votre engagement aussi pour nous accompagner à porter nos voix plus loin encore. Oui, on le fera toujours. Merci. Monsieur Duré, pour arriver à une paix durable, qu'est-ce qu'il faut faire en deux mots? Il faut l'investissement de tous les citoyens pour les actions de paix, pour l'amélioration de la gouvernance, le renforcement de la citoyenneté. Très bien. Alors, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On était aujourd'hui avec Moussa Djiré, recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, Madame Niafatouma
Asko Faré, directrice nationale adjointe de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout à l'heure, le journal de 13h avec Salimata Dao. Merci de nous avoir suivis. Restez sur nos antennes. Au revoir.